Je remercie Monsieur Leroy d'avoir bien voulu nous rejoindre. Il est actuellement à la direction d'une unité à l'Université de Montpellier, IRD INSERM. Il est médecin vétérinaire de l'école vétérinaire de Maison-Alfort et a passé une thèse en fait, de notre université, Sorbonne Université. Et c'est là, si j'ai bien compris tout à l'heure, qu'il a fait connaissance avec notre région, puisqu'en fait, son étude de terrain se passait à Sigeon. Donc c'était les premiers contacts avec notre région, puisque auparavant il était, semble-t-il, parisien. Et puis il a ensuite beaucoup exercé à l'étranger, au Gabon, en Afrique en particulier, où il a été à la direction d'instituts de recherche internationaux, dont l'un à Franceville et l'autre un institut OMS sur les fièvres hémorragiques. Donc, je pense nous parler un petit peu plus avant de revenir, donc, après d'autres passages, à l'IRD INSERM, Unité de Montpellier. Je vais donc lui laisser la parole pour parler de ces virus de chauve-souris et leur transmission à l'humain. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Juste quelques petites précisions par rapport à ce qui a été dit pour me présenter un peu plus brièvement. Donc je suis directeur de recherche de classe exceptionnelle au sein d'une unité, l'unité trans-VIH maladies infectieuses. C'est une unité en fait qui est placée sous la triple tutelle de l'Université de Montpellier, de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et l'INSERM. Je suis également membre de l'Académie nationale de médecine et membre aussi de l'Académie vétérinaire de France. Ma spécialité, comme vous pouvez vous en douter, c'est la virologie, c'est-à-dire la science des virus. Et plus particulièrement les virus qui sont transmis par les animaux et qui provoquent des maladies dans l'espèce humaine, et des maladies parfois très graves. On va le voir tout à l'heure. Alors, maintenant, comme le stipule donc l'intitulé de cette diapositive, de cette présentation, nous allons nous intéresser aux virus de chauve-souris et à leur transmission à l'humain. Dans un premier temps, nous allons découvrir cette capacité extraordinaire qu'ont ces animaux à être naturellement infectés par un très grand nombre de virus. Et dans un deuxième temps, nous allons examiner les différents modes de transmission de ces virus, de ces animaux, jusqu'à l'être humain. Alors tout d'abord, cette présentation sera articulée autour de 7 thèmes principaux. Les deux premiers thèmes, les deux premiers chapitres, exposeront quelques informations générales sur les maladies infectieuses et les virus, d'une part, et les informations générales également sur les chauves-souris. Ensuite, nous irons à la découverte de cette fameuse propension de ces animaux à héberger un très grand nombre de virus, et on verra tout à l'heure que certains sont extrêmement pathogènes pour l'être humain. Ensuite, sur la base de 3 exemples, on essaiera de décrire les différents modes de transmission de ces virus à l'espèce humaine, et enfin on terminera en dernier thème par une sorte de réflexion sur les différentes stratégies à mettre en œuvre pour prévenir ou lutter contre les transmissions de ces virus et l'émergence évidemment des maladies chez l'homme. Alors tout d'abord, quelques généralités. Donc le monde du vivant. Donc, le monde du vivant, c'est tout un univers qui rassemble les êtres vivants. Et les êtres vivants sont subdivisés en 6 groupes qu'on appelle des règnes, eux-mêmes qui sont répartis en 2 grandes catégories, qui sont les prokaryotes, qui sont des structures unicellulaires sans noyau, et les eucaryotes, qui, elles, sont des structures soit unicellulaires, soit pluricellulaires, avec des noyaux. Alors, les prokaryotes contiennent 2 règnes, donc 2 groupes, les bactéries que tout le monde connaît, et les archées, qui sont des sortes de bactéries qui ont colonisé des milieux extrêmes. Et les eucaryotes, eux, contiennent donc les 4 autres règnes, dont les protistes, qu'on appelle aussi protozoaires, qui sont des eucaryotes constitués d'une seule cellule, on donnera tout à l'heure quelques exemples, et évidemment les 3 règnes, les 3 groupes que tout le monde connaît, les champignons, les végétaux et les animaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant à côté de ce monde du vivant? Évidemment, il y a le monde minéral, on ne va pas en parler, les pierres, etc. Mais il y a aussi tout un univers constitué par les virus. Donc déjà, dès maintenant, on sait que les virus constituent tout un univers à part entière
Et on retient dès maintenant aussi que les virus, contrairement à ce qu'on croit dans le grand public, ce ne sont pas des êtres vivants. Déjà, dès maintenant, c'est vraiment un univers complètement à part. Alors maintenant, voyons la définition plus précise d'un virus. Tout d'abord, c'est un agent infectieux, c'est-à-dire qu'il infecte les organismes. Ce sont des structures rudimentaires et acellulaires, sans cellules, qui se réduisent à, nous allons le voir tout à l'heure, plus précisément, à 2 ou 3 éléments seulement. Ce sont des structures qui ne contiennent pas simultanément les 2 formes génétiques qui constituent le génome, qui sont soit de l'ADN ou soit de l'ARN. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce sont des structures qui sont incapables de se multiplier indépendamment des cellules. Et donc, à ce titre, ce sont des parasites, on dit que ce sont des parasites obligatoires. Voilà, ils détournent en fait toutes les machineries de réplication, de transcription et de traduction de la cellule hôte. Donc, un virus ne peut pas se multiplier en dehors des cellules. C'est-à-dire, si on crache avec un virus sur une table, eh bien, il va mourir automatiquement. Alors, comme on vient de le voir, un virus est constitué de 2 ou 3 éléments, mais 2 sont toujours constants. Et ces 2 éléments toujours constants, c'est l'acide nucléique. L'acide nucléique, en fait, c'est le matériel génétique, hein, c'est le génome du virus. Et la capside. La capside, c'est une sorte d'amas de protéines qui servent à consolider, à structurer, en fait, l'acide nucléique. Et les virus qui ne se constituaient uniquement de ces 2 éléments, on les appelle les virus nuls. D'autres virus possèdent ce fameux 3e élément qui est l'enveloppe, qui entoure cet assemblage binaire d'acide nucléique et de la capside. Et les virus qui sont constitués de ces 3 éléments, eh bien, sont désignés les virus enveloppés. Ensuite, il existe une très très grande variabilité de virus uniquement sur la base de la nature du matériel génétique, donc de ce fameux acide nucléique. Et en effet, il y a 3 grandes catégories en fonction de cette nature de cet acide nucléique. Il y a les rétrovirus, on ne va pas en parler, le rétrovirus le plus connu, c'est évidemment le virus du sida, le rétrovirus. Et aussi, il y a des virus qui possèdent comme matériel génétique de l'ADN, soit de double brin ou de simple brin. Et enfin, des virus qui sont très nombreux, qui possèdent comme matériel génétique, donc comme génome, de l'ARN, qui peut être soit de double brin, du simple brin, mais là, soit de polarité positive ou négative. Et enfin, il y a des virus aussi qui possèdent de l'ADN circulaire, donc en cercle. Alors voici ici, pour mieux comprendre, la structure tridimensionnelle d'un virus, là, cette fois-ci enveloppé, dans lequel on retrouve d'ailleurs les 3 fameux éléments. Donc tout d'abord l'acide nucléique en bas, donc c'est soit de l'ADN, soit de l'ARN en fonction des virus, entouré par la fameuse capside qu'on a vue ici en blanc, qui sert vraiment à maintenir et à protéger l'ADN et l'ARN, et la fameuse enveloppe qui est elle-même formée de 3 couches superposées. De l'extérieur à l'intérieur, on trouve les glycoprotéines de surface, hein, ce sont des protéines virales. En dessous, il y a une couche, ce qu'on appelle la bicouche lipidique extramembranaire, qui n'est pas un élément constitutif du virus, mais ça vient de la cellule parasitée, en fait, qui se structure à ce niveau-là. Et enfin, en face interne, c'est la matrice transmembranaire, ça, ce sont des protéines virales. Alors, les virus peuvent se présenter sous de très très nombreuses formes. Hein, ça n'a pas une même tête, un virus a beaucoup de têtes. Et voilà un certain nombre d'exemples de virus. Certains ont une forme circulaire, tout simple, à gauche, comme le virus du sida, le SARS-CoV-2, hein, qui a été responsable de l'épidémie de Covid-19, et paramyxovirus, on va en parler tout à l'heure, comme tel que le virus de la rougeole, des oreillons, la maladie de Carré qui touche nos chiens. Voilà, tout ça, ce sont des virus circulaires. Il y a des virus qui ont une forme icosaédrique, comme tous les virus, quasiment tous les virus respiratoires ont cette forme-là. Et en forme de fil aussi, le virus Ebola. Ah, c'est très rare, hein, c'est le seul virus de tous ceux qui infectent les animaux, oiseaux, mammifères et arthropodes confondus, qui ont cette forme-là. Une forme en bâtonnet aussi, comme le virus de la rage. Et enfin, une forme extrêmement complexe, comme la figure en haut, comme c'est le cas des bactériophages. Donc les bactériophages, ce sont des virus qui infectent les bactéries. Les virus peuvent infecter les bactéries. Voilà. Bon, maintenant, on a vu un peu quelques informations sur les virus. On va voir les maladies infectieuses. Qu'est-ce qu'une maladie infectieuse? C'est une maladie qui est causée par un micro-organisme.
Et les maladies infectieuses sont essentiellement dépendent de 3 grands paramètres qui sont l'agent infectieux, le contexte de la maladie infectieuse, c'est-à-dire les modes de transmission, et l'hôte, c'est-à-dire la personne infectée. Et sur la base de ces 3 paramètres, eh ben, il existe une très grande variété de maladies infectieuses. Diversité de maladies infectieuses d'abord associées à l'agent infectieux, qui peut être soit un virus, on ne va pas en parler maintenant, parce qu'on va en parler tout à l'heure, une bactérie, hein, vous connaissez tous Escherichia coli, Staphylococcus, ce sont les bactéries qui provoquent les petits abcès cutanés comme on a l'habitude de voir, les agents de la tuberculose, de la lèpre, de la peste, du choléra, tout ça ce sont des bactéries. Ça peut être aussi une levure ou un champignon, comme les agents des mycoses cutanées qu'on en a, ou la teigne, vous avez tous entendu parler de la teigne, tout ça ce sont des champignons. Et enfin ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, un protiste ou alors protozoaire, comme c'est le cas des agents du paludisme, de la toxoplasmose, de la pyroplasmose, de la maladie du sommeil, etc. etc. Voilà, donc ça, grande diversité associée à l'agent infectieux. Grande diversité également associée à l'hôte, c'est-à-dire à la personne infectée. En effet, la nature de la maladie, la gravité des symptômes pour une même maladie, eh ben, dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont spécifiques de la personne infectée. Et ces facteurs, c'est quoi? C'est d'abord le statut génétique. Vous savez tous, hein, vous comprenez tous qu'on n'est pas tous égaux devant la maladie. Il y a des personnes qui sont plus sensibles, d'autres qui sont plus résistants, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le background, le statut génétique de la personne qui fait qu'on résiste mieux à une maladie. Donc là, première spécificité, l'âge aussi. Avec l'épidémie de Covid, vous avez tous remarqué que certaines catégories d'âge sont plus sensibles aux maladies, essentiellement donc les enfants en très bas âge et les personnes très âgées. Le genre, la femme à certaines périodes de sa physiologie a une plus grande sensibilité face aux maladies, essentiellement dans le dernier tiers de la grossesse, car évidemment le fœtus détourne un peu le système immunitaire, les éléments du système immunitaire, en fait, qui la rend un peu plus fragile et sensible face à la maladie. Et évidemment, on en a beaucoup parlé les années précédentes, l'état de santé au moment de l'infection et les facteurs de comorbidité, ce sont des facteurs qui influent sur la sensibilité à une maladie, tels que, bon, on va citer les classiques, hein, diabète, cancer, maladie cardiovasculaire, etc., etc. Et enfin, la troisième diversité, c'est une diversité qui est associée au contexte. Et au contexte, on connaît 2 modes de transmission du virus, d'un virus ou d'un agent infectieux principaux. La transmission verticale, par laquelle en fait un virus est transmis de la mère à l'enfant, soit au cours de la gestation ou soit au moment de l'allaitement. Et la transmission horizontale. La transmission horizontale, c'est la transmission d'un virus d'une personne à une autre. Hein, c'est pour ça qu'horizontale et verticale. Et dans le cas de la transmission horizontale, eh ben, une personne peut être affectée de nombreuses voies différentes. On le voit en haut, c'est par voie aérienne, hein, que ce soit par les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, par transfusion sanguine, par contact. Un simple contact, pour certaines maladies, ça suffit à être infecté. Les piqûres d'insectes. Et puis évidemment la voie sexuelle pour le cas des infections sexuellement transmissibles. Et une fois que le virus a pénétré, où est-ce qu'il va? Il peut aller dans n'importe quel organe du corps humain. Tous les organes peuvent être touchés par des virus, mais pas par tous les virus de la même manière. C'est-à-dire chaque virus a sa spécialité. Chaque virus est spécialisé sur un ou plusieurs organes. Juste quelques exemples, là. Le virus de la rougeole, par exemple, et de la rage, infecte préférentiellement le cerveau. À droite, le virus des oreillons infecte préférentiellement la glande parotide, située ici. Le SARS-CoV, l'agent de la Covid-19, et les influenza A et B, c'est les virus qui sont responsables de la grippe, infectent préférentiellement les poumons. Les rotavirus, le tube digestif, les papillomavirus et les virus herpétiques, l'appareil génital, tout ce qui est virus des hépatites vont rester sur le foie. La polio, évidemment, vous connaissez tous la polio, c'est la molle épinière. Et enfin, au niveau de la peau, on va juste citer le Mpox, on appelle la variole du singe, c'est le Mpox, maintenant le nouveau nom, la varicelle et encore le virus de la rougeole. Voilà une très grande diversité, et il faut savoir que chaque virus est spécialisé
à un organe ou à plusieurs organes. Maintenant, quel est l'impact sur la santé des populations du monde de ces maladies infectieuses? Eh bien, on a montré, on a calculé que les maladies infectieuses sont responsables de 30% du tiers de la mortalité dans le monde, ce qui en fait la 3e cause de mortalité dans le monde, après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et ce taux est encore beaucoup plus élevé dans les pays à bas revenus. Et ce taux atteint même 50% dans les pays à bas revenus. Donc la moitié de la mortalité dans ces pays-là est due aux maladies infectieuses qui deviennent la première cause de mortalité. Et juste aussi un dernier chiffre intéressant, c'est que 80% de l'ensemble de la mortalité dans le monde due aux maladies infectieuses survient seulement dans 2 régions du monde, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire dans les régions tropicales. Alors maintenant, les maladies infectieuses, parfois, surviennent, se manifestent sous la forme d'épidémies. D'épidémies ou de grandes épidémies qu'on appelle des pandémies. Quand l'épidémie traverse les frontières et se répand partout dans le monde. Et le fait est, donc ça c'est suite à des transmissions, des multiples transmissions interhumaines. Et le fait est que les 20e et 21e siècles ont été ravagés, traversés par plusieurs grandes épidémies. Et ces épidémies ont 2 points communs. Tous, comme par hasard, elles ont toutes été causées par un virus. Et le 2e point commun, on arrive au thème de notre présentation, elles ont toutes eu une origine animale. Toutes les épidémies des 2 derniers siècles, virus animaux. Exemple. Premier exemple, c'est les infections à transmission aérienne, c'est-à-dire les virus qui se transmettent par voie respiratoire. 2 exemples majeurs. On va rester la grippe espagnole et les 2 épidémies de SARS. La grippe espagnole d'abord, qui a été responsable d'environ 75 millions de décès entre 1918 et 1919, partout dans le monde. Les 2 épidémies de SARS, on connaît tous. La première en 2003, ce qu'on appelle maintenant le SARS-CoV-1, et la deuxième, le SARS-CoV-2, qui a été responsable de la maladie qu'on appelle la Covid-19. Elle a été responsable également de dizaines et des dizaines de millions de cas, et évidemment là avec un taux de mortalité beaucoup plus faible. C'est surtout la grippe espagnole qui a été à l'origine de beaucoup de décès. Et les virus qui ont été responsables de ces 2 épidémies, c'était à l'origine des virus animaux. Pour le SARS, ce sont des virus de chauve-souris, on va le voir tout à l'heure, et pour la grippe espagnole, ce sont des virus de poulet, de volaille, de poule. Autre grand exemple, c'est les virus à transmission vectorielle, c'est-à-dire les virus qui sont transmis par des insectes, et là, pour le cas, c'est les moustiques. Et là, pareil, 2 exemples majeurs, c'est l'épidémie de chikungunya, donc au début des années 2000, qui s'est répandue partout dans le monde, et qui a été responsable, pareil, des centaines de millions de cas, taux de mortalité très faible, mais des centaines de millions de cas. Et 10 ans plus tard, bis repetita sur un autre virus, avec ce qu'on appelle le virus Zika. Vous avez toujours tous entendu parler de Zika, qui s'est propagé aussi dans le monde entier, avec des centaines de millions de cas. Mais là, en plus, ce virus a été responsable de malformations congénitales du cerveau, et essentiellement les cas de microcéphalie. Mais là aussi, ces 2 virus ont une origine animale et proviennent des animaux sauvages d'Afrique. 2 espèces d'animaux seraient impliquées, parce qu'on n'a pas encore les preuves vraiment formelles. Ce sont des espèces de singes, de Cercopithecus, des petits singes qui vivent en Afrique, et puis les antilopes et les gazelles. Et enfin, aussi, les infections virus à transmission directe, c'est-à-dire par contact, simple. Et là encore pareil, 2 cas d'école. La fièvre Ebola, qui est responsable de plusieurs épidémies meurtrières, un taux de mortalité 80% pour Ebola, depuis 1976 jusqu'à il y a 2 ans. Idem pour la fièvre de Lassa. La fièvre de Lassa, le virus de la fièvre de Lassa, c'est un virus beaucoup moins mortel, mais qui est responsable de dizaines de milliers de cas chaque année en Afrique de l'Ouest, là cette fois-ci. Ebola, c'est plutôt en Afrique centrale, et Lassa, c'est plutôt en Afrique de l'Ouest.
Ben, c'est pareil. Les réservoirs animaux, c'est-à-dire les animaux qui hébergent naturellement le virus sans déclarer de symptômes, sont, pour la fièvre de Lassa, c'est un petit rongeur du genre Mastomys, et pour le virus Ebola, il s'agit d'une chauve-souris, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et enfin, dernier exemple, comment ne pas citer la pandémie de sida, qui a fait des dizaines, enfin des centaines de millions, qui continue à ravager les populations humaines depuis sa découverte en 1981, et l'ancêtre commun du virus du sida, qu'on appelle le VIH, est un virus de singe qu'on appelle le SIV. À la place de H human, c'est S simian, qui s'est transmis d'abord par morsure de chien, donc à des populations locales, et après, évidemment, c'est l'histoire naturelle, comme le SARS-CoV-2, le Covid, le virus s'est adapté à l'espèce humaine, et après, boum, une fois qu'il s'est adapté, bah, il s'est transmis à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment les grands exemples. Et tous ces exemples d'épidémie, eh ben, nous amènent à la notion de zoonose. La première fois qu'on a défini le terme de zoonose, c'était en 1959, et puis évidemment c'est l'OMS qui a défini. Une zoonose, c'est quoi? C'est une maladie dont l'agent infectieux est transmis naturellement des animaux à l'homme, et vice-versa. On parle aussi de zoonose lorsque l'humain transmet son virus aux animaux. Et donc là, cette définition met en lumière 4 caractéristiques obligatoires. Les zoonoses sont dues à des agents infectieux. Elles proviennent des animaux vertébrés exclusivement. Elles résultent de la transmission de l'agent responsable, de l'agent étiologique, de l'animal à l'humain. Donc il y a la notion de transmissibilité. Une morsure par une infection par un venin de serpent, par exemple, ça ne rentre pas dans le cadre des zoonoses. Et enfin, l'animal a un rôle de causalité. L'importance des zoonoses maintenant. La figure que vous voyez en haut à gauche révèle une augmentation considérable des nouvelles maladies au cours du dernier siècle, au cours du siècle dernier. Alors les maladies, ça ne se transforme pas forcément en épidémie. Il peut y avoir juste un cas ou 2 cas, mais ce sont des nouvelles maladies. Donc une augmentation vraiment linéaire très importante. Si bien qu'en fait, qu'on estime que près de 500 nouveaux agents pathogènes ont été découverts au cours des 50-60 dernières années. 500, environ 500, donc ce qui est énorme. Et dans tout ça, que représentent les zoonoses alors? Eh bien, les zoonoses représentent 75% de toutes ces maladies nouvelles qui sont apparues durant le siècle dernier. 75%, c'est les 3/4, donc c'est énorme. Elles représentent aujourd'hui 60%, donc les 2/3, de toutes les maladies infectieuses. Donc là, les maladies infectieuses comprennent aussi les maladies qui sont installées dans l'espèce humaine depuis des millénaires. Ce n'est pas que les maladies émergentes. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, toutes les maladies infectieuses proviennent, un jour ou l'autre, des animaux. Toutes. Hein, on a vu le cas du sida. On ne peut pas croire en fait que c'est un virus qui provient des animaux. Ben, si, c'est un virus qui provient des animaux. Il faut juste penser, avoir ça en idée, c'est que l'espèce humaine ne crée pas d'agent infectieux, elle ne crée pas de virus. Elle reçoit un virus, et après, évidemment, elle le transporte, parce qu'il y a un équilibre qui se fait entre le système immunitaire de l'hôte et le virus. Donc, toutes les maladies infectieuses ont, un jour ou l'autre, une origine animale. Alors, maintenant, le recensement, l'identification, la caractérisation, la classification de tous les virus est placée sous l'autorité d'un comité international qui est le seul habilité à dire voilà, ça c'est un virus qui appartient à telle famille, il est comme ça, etc. Il s'agit du comité international pour la taxonomie des virus. Et ce comité international recense au jour d'aujourd'hui, chez les mammifères, tous les mammifères, 586 virus, donc environ 590, parce qu'évidemment ça bouge de jour en jour. Donc au jour d'aujourd'hui, on connaît 590 virus qui
qui infecte n'importe quel mammifère. Tous les mammifères, on ne le connaît pas plus, hein, on ne connaît que ça. Et ça, qu'est-ce que ça représente par rapport à tous les virus? Ça représente seulement à peine plus de 10%. C'est vraiment infime. Il représente seulement à peine plus de 10% de l'ensemble des virus qui sont présents sur Terre et qui sont évidemment connus. Le total, c'est à peu près un peu plus de 4400. Alors 4400, c'est un nombre qui tient compte évidemment des virus des autres animaux, donc des oiseaux, des poissons, des arthropodes, hein, des moustiques, etc., mais aussi les virus de plantes. Parce que toutes les plantes, en fait, sont infectées aussi par des virus. Ce n'est pas une spécificité des animaux. Il y a même beaucoup plus de virus chez les plantes que chez les animaux. Voilà, donc en fait, on connaît au sein de notre planète, aujourd'hui, un peu plus de 4400 virus. C'est beaucoup, vous me direz, ben, c'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, ça c'est ce qui est connu. Mais c'est comme un iceberg, il y a la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a une partie immergée qu'on ne connaît pas. Et là, on ne sait pas. On ne peut pas savoir combien il y a de virus sur Terre, parce qu'on ne le connaît pas. Par contre, on peut les estimer. Et à cet effet, ben, il y a eu des études qui ont cherché à estimer le nombre réel de virus. Alors, c'est une estimation, parce qu'évidemment, on ne connaît pas, donc on ne peut pas. Et ces études ont estimé que le nombre total de virus présents sur Terre serait de 87 millions de virus. Donc il y aurait aujourd'hui 87 millions de virus sur Terre. Et donc qu'est-ce que ça représente, ça? Ben, finalement, notre tout petit, notre broutille de 4400 virus, ben, ça représente quoi? 0,005% seulement des virus qui seraient présents sur Terre. Et donc finalement, il y a encore, pour ainsi dire, 87 millions à découvrir. Il y a 87 millions de virus qui restent à découvrir. Et parmi ceux-là, ben, il y a une petite partie, même si c'est 1% ou 0,5%, qui sont des virus qui vont être transmis à l'humain. Donc on dit que ce sont des virus zoonotiques. Et donc on n'en a pas fini avec les maladies infectieuses. Loin de finir, et ça va nous suivre pendant toute l'histoire de l'humanité. Et pour finir, on en revient à cette notion de zoonose, parce que c'est juste ça, pour vous expliquer ça, c'est qu'une zoonose, c'est pas aussi simple que la définition de l'OMS qu'on a vu tout à l'heure. En fait, une zoonose, c'est un système infectieux extrêmement complexe, caractérisé par une triple multiplicité. Une multiplicité de syndromes cliniques observés chez l'humain, une multiplicité de modes de contamination et une multiplicité de sources animales. Tout d'abord, multiplicité de syndromes cliniques chez l'humain. Les zoonoses sont capables d'induire n'importe quelle maladie. Toutes les formes cliniques sont observées, apparaissent dans le cadre des zoonoses. Les formes hémorragiques, comme on le voit en haut sur la photo. Les formes cutanées, ça c'est le Mpox, la mucine, à gauche. Les formes neurologiques, ça c'est un patient atteint de la rage. Les formes digestives, respiratoires, ou même des simples petites fièvres peuvent être des zoonoses. Deuxièmement, multiplicité des modes de contamination. Une personne peut contracter un virus à partir des animaux d'une multitude de voies de contamination par voie respiratoire, comme le cas de l'ASA, juste une respiration des gouttelettes de virus qui sortent des fesses de rats, par exemple, de souris, par voie orofécale, par contact physique, par morsure, griffure, bien évidemment, pour certains animaux, et aussi même par voie vectorielle, c'est-à-dire par transmission par un insecte. Et enfin, multiplicité également des sources animales, qui incluent à la fois les animaux sauvages et les animaux domestiques. Les animaux domestiques, aussi bien les animaux d'élevage, que ce soit les porcs, les poulets, les ruminants, petits et grands, et évidemment nos chiens et nos chats, peuvent nous transmettre leur virus, et nous transmettent d'ailleurs leur virus. Et également toutes les espèces animales sauvages, que ce soit d'Europe, mais plus particulièrement des milieux tropicaux qui sont beaucoup plus riches en faune sauvage, que ce soit d'Afrique, Asie du Sud-Est et puis Amérique du Sud, les chimpanzés, les singes, les rats, les gazelles, les antilopes, les pangolins qu'on voit là, les porcs-épics aussi qu'on voit là. Tout ça se sont intégrés dans le régime alimentaire des gens. Et toutes ces espèces animales peuvent nous transmettre, sont porteurs d'un certain nombre de virus qui peuvent nous transmettre. Et évidemment, les derniers animaux que je n'ai pas cités,
c'est nos préférés du jour, ce sont les chauves-souris. Voilà, ça on va en parler tout à l'heure. Alors maintenant, on va aborder quelques généralités sur les chauves-souris. Alors il faut savoir qu'avant d'être des réservoirs de virus, les chauves-souris avaient une dimension culturelle extrêmement importante, et ceci dans toutes les civilisations. Mais avec une image contrastée, et pas la même. Dans l'hémisphère nord, par exemple aux États-Unis, enfin dans le continent Amérique du Nord et en Europe, elles avaient plutôt une image négative. Elles étaient associées à la mort, au diable et aux vampires. Alors que dans l'hémisphère sud, elles avaient une image positive. Et en effet, elles étaient le symbole de renaissance et de protection à gauche en Amérique du Sud. À droite, elles étaient le symbole de longévité et de bonheur en Asie, et en Chine aussi. Et en Afrique, elles le sont d'ailleurs toujours, intimement imbriquées dans la vie culturelle, que ce soit peinture ou que ce soit les masques, etc., et dans l'alimentation. Mais sur le plan biologique, c'est intéressant. Elles ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre biosphère, notamment en participant à la destruction des insectes et des chenilles pour les espèces insectivores. On verra tout d'abord ce que ça veut dire tout à l'heure. Notamment aussi par la dissémination des graines, par la pollinisation des plantes, s'agissant des espèces frugivores. Et leur déjection, qu'on appelle le guano, constitue un engrais particulièrement fertile et riche pour nos cultures qu'on peut acheter dans tous les supermarchés. Donc, rôle essentiel dans notre biosphère. Les chauves-souris constituent un ordre c'est une classification au niveau des espèces, très ancien, immense et diversifié. L'ordre s'appelle les chiroptères. C'est le nom un peu latin scientifique des chauves-souris, c'est les chiroptères, qui signifie en fait en grec, ça fait des racines grecques, et vole avec les mains. On comprend pourquoi. Les chiroptères seraient apparus il y a un peu plus de 65 millions d'années. Et le plus ancien fossile daterait de plus de 50 millions d'années. Juste à titre de comparaison, le plus ancien fossile humain, par exemple, vous avez l'idée, c'est moins de 1 million d'années. On dénombre aujourd'hui environ 1430 espèces, qui en constituent le deuxième ordre de l'ensemble des mammifères, juste après celui des rongeurs. La classification, elle est passée de critères morphologiques avant, à quelques années maintenant, de toute façon toutes les classifications, on a abandonné les critères morphologiques et on est passé à une classification sur la base de critères génétiques. Avant, morphologique, c'était simple, il y avait deux grandes catégories de chauves-souris, les mégachiroptères, les grosses chauves-souris en gros, et les microchiroptères, les petites. Maintenant, le génétique a un peu bouleversé un peu tout, c'est un peu plus compliqué, on n'ira pas là-dedans. Mais voilà, il faut dire que souvent on fait référence à l'ancienne classification. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est un autre type de classification, pas officielle, mais officieuse, qui est basée sur le régime alimentaire. Et sur le régime alimentaire, on distingue trois catégories de chauves-souris. Les chauves-souris frugivores, comme son nom l'indique, c'est celles qui mangent des fruits. Les chauves-souris insectivores, c'est celles qui mangent des insectes. Et il y a aussi une troisième petite catégorie de chauves-souris, c'est les hématophages. C'est d'où le nom des fameux vampires, là. Les hématophages, il y a des chauves-souris qui vivent uniquement de sang des animaux. Bon, en gros, c'est les gros animaux. Donc elles viennent, elles mordent et elles pompent le sang, et puis alors, elles sont très faibles. En gros, en termes de nombre, les chauves-souris représentent à peu près 80% de l'ensemble des chauves-souris. Les chauves-souris frugivores, à peu près 20%, et hématophages, c'est à peine 1%, on les trouve qu'en Amérique du Sud. En Europe, tout en Europe et aux États-Unis, on ne trouve pas de chauves-souris frugivores. En Europe, il n'existe ici que des insectivores. Il n'y a que des chauves-souris qui mangent des insectes, que vous voyez sous les toits, sur les murs, etc. Il n'y a pas de frugivores. Alors, les frugivores ne vivent que sous les tropiques, donc les tropiques asiatiques ou africains. On va voir tout à l'heure un peu plus longuement. Les chauves-souris possèdent des caractéristiques biologiques exceptionnelles, nous allons voir. D'abord, ce sont les seuls mammifères volants. Il y a les oiseaux et les chauves-souris, donc les seuls. Ce sont les seuls animaux qui se déplacent par écolocation,
c'est-à-dire elles sont aveugles au niveau de la vue, mais elles se plaignent par écolocation, c'est-à-dire par émission d'ultrations qui reviennent. Elles ont avec le temps colonisé toutes les niches écologiques du monde entier, évidemment à l'exception des zones extrêmes que sont l'hémisphère, le pôle nord et le pôle sud. Et elles ont un mode de vie grégaire, c'est-à-dire qu'elles vivent ensemble et des fois elles ressemblent plusieurs espèces, avec des densités extrêmement élevées. Le cas extrême que je cite toujours, c'est la fameuse Breaking Cave. C'est une grotte qui contiendrait plus de 20 millions d'individus. Je ne pense pas qu'ici on trouve la même chose. 20 millions d'individus dans une seule grotte, ce qui est énorme. Donc quand elles sortent, c'est tout un nuage complet. Ces animaux possèdent aussi des caractéristiques physiologiques exceptionnelles. Tout d'abord, elles passent une partie de l'année, ce qu'on appelle dans un état de torpeur ou de léthargie, qui est caractérisé par un ralentissement du métabolisme, pouvant descendre jusqu'à 1 battement cardiaque par minute. 1 battement, vous voyez, c'est quasiment une mini-mort. Et une diminution évidemment de la température corporelle. Donc il n'y a plus rien qui se passe pendant ce temps-là. Et ça, on le retrouve essentiellement dans nos pays, dans l'hémisphère nord, là, en Europe et aux États-Unis. Elles rentrent en hibernation, on appelle hibernation et en léthargie. En gros, on se met là, c'est la saison. Et on va plus les revoir avant le mois d'avril ou mai. Après, ça dépend évidemment au sud de l'Europe et au nord de l'Europe. Mais en gros, c'est ça. Et pendant 6 mois, ils ne bougent plus. Terminé, il ne se passe plus rien. Elles expriment très peu de signes de sénescence, c'est-à-dire des vieillissements. Elles expriment des taux négligeables en cancer, donc elles ne font quasiment pas de cancer. On ne connaît pas de cancer, de processus cancéraux chez les chauves-souris, et elles présentent, on verra un peu plus tard tout à l'heure, des défenses antivirales qui sont extrêmement puissantes. Et ça, tout ça, ça explique en grande partie leur longévité extrêmement élevée, de plusieurs dizaines d'années. Et quand on le rapporte à la masse corporelle, ça représente jusqu'à 8 fois la longévité des autres espèces animales. C'est comme si, en fait, un humain pouvait vivre entre 400 et 600 ans. Maintenant, les chauves-souris et les fameux virus. Le premier virus isolé, découvert, identifié chez une chauve-souris, c'est le virus de la rage, le tout premier. Il a été découvert en 1911 au Brésil, donc en Amérique du Sud, chez une chauve-souris hématophage. On l'a vu tout à l'heure, il y a très peu de chauves-souris hématophages, mais bon, voilà. Et on l'a découvert chez une chauve-souris hématophage, dont le nom commun est le vampire commun, c'est comme ça qu'on l'appelle, et le nom scientifique Despodus rhodontus. Au total, d'après le Comité international de la toxémie des virus, on recense aujourd'hui chez les chauves-souris 200 virus. On l'a vu tout à l'heure, c'était 586 pour tous les mammifères. Donc en fait, 30% des virus connus chez les mammifères sont des virus de chauves-souris. 30%, un tiers. 80% de tous les virus détectés chez les souris l'ont été chez les chauves-souris insectivores, alors que 20% seulement chez les chauves-souris frugivores. Et enfin, autre chiffre intéressant, c'est que 70% de tous les virus qui sont connus, donc de ces fameux 200, ont été découverts, ont été détectés chez les chauves-souris, chez les espèces de chauves-souris qui vivent dans les régions tropicales d'Asie, du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Alors maintenant, il y a aussi de très nombreuses études, maintenant c'est bien établi, qui ont montré que les chauves-souris étaient une source considérable de virus zoonotiques. Les virus zoonotiques, vous savez ce que c'est maintenant, ce sont les virus qui se transmettent à l'espèce humaine, donc à l'homme. Et le diagramme à côté nous montre qu'à peu près les 2 tiers de tous les virus détectés chez les chauves-souris sont pathogènes pour l'homme, c'est-à-dire peuvent se transmettre à l'espèce humaine. Et 2 tiers. Donc c'est l'animal, c'est l'espèce, le groupe d'animaux en fait qui possède cette proportion la plus élevée. Et le cas est d'autant plus édifiant pour une famille virale qu'on appelle les coronavirus, que maintenant tout le monde connaît, que personne ne connaissait avant 2019, mais maintenant tout le monde les connaît, pour lequel 98% de tous les animaux qui sont porteurs d'un coronavirus sont en fait des chauves-souris. Alors, un certain nombre d'hypothèses ont été avancées pour expliquer cette
très grande propension qu'ont ces animaux à héberger un si grand nombre de virus, et évidemment des virus pathogènes et pathogènes pour l'homme. La première, c'est son fameux état de léthargie, qui, grâce à la diminution du métabolisme et donc à la diminution de l'expression du système immunitaire, permet au virus de vivre tranquillement, parce qu'il n'est pas agressé, il n'y a personne qui lutte contre lui, donc il se développe tranquillement pendant de longues périodes. Et ça, c'est un des facteurs. Deuxième aussi facteur, c'est les animaux produisent, bon, ça c'est les cytokines qui prennent un avantage comme ça, en fait c'est l'immunité innée, c'est les défenses innées qui apparaissent en premier. Et donc ils ont un taux basal de défense innée nettement supérieur à ce qui est observé chez toutes les autres espèces de mammifères, comme on le voit ici sur les diagrammes. En bleu, c'est chez les chauves-souris, les autres, c'est chez les autres mammifères. Et enfin, troisième grand paramètre, c'est que ces animaux développent des mécanismes, on appelle ça de rétrocontrôle, c'est-à-dire qu'ils contrebalancent les effets négatifs de la réponse innée, donc de la réponse pro-inflammatoire. Et ça, comment ils le font? Eh bien, par une production également très importante et rapide, là cette fois-ci de molécules, de produits, on va dire ça, anti-inflammatoires. C'est comme en fait c'était des corticoïdes, pareil, mais eux ils en produisent naturellement, très rapidement, qui leur permettent en fait de lutter contre les effets négatifs de la réponse pro-inflammatoire, et par la mise en jeu des mécanismes de réparation de l'ADN et d'autophagie, ce qui permet à la cellule en fait de ne pas être détruite, mais de survivre. Et ça, ces mécanismes de rétrocontrôle qu'on ne trouve quasiment que chez les chauves-souris, ça provient de quoi? Et bien ça provient de l'adaptation de ces animaux au vol au cours de l'évolution. C'est l'adaptation de ces animaux au vol, les mammifères, qui leur a permis de développer ces mécanismes de rétrocontrôle pour lutter évidemment contre les effets négatifs de vol qui sont extrêmement consommateurs en énergie. Et indirectement, ça leur permet de lutter efficacement contre toutes les infections, que ce soit bactériennes, virales et parasitaires. Ce qu'il convient de remarquer aussi, c'est que 75%, donc les 3/4 de tous les virus qui sont détectés chez les chauves-souris, appartiennent seulement à 4 familles virales. Alors les familles virales, on n'est pas allé dans la taxonomie, dans la classification, mais il y en a des milliers. Il y a des milliers de familles virales. 75, les 3/4 des virus de chauve-souris appartiennent seulement à 4. Et les 4, les voilà. Il y a les filovirus, les rhabdovirus, les coronavirus et les paramyxos. Donc avec ces 4-là, on a quasiment tous les virus de chauve-souris. Et ces 4 familles virales, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun au niveau classification et au niveau génétique? Ce sont des virus à ARN simple brun. Seulement les coronavirus ont une polarité positive et les 3 autres une polarité négative. On verra à quoi correspondent ces 4 familles virales là, vous connaissez les coronas, dans la diapo suivante. Et donc à partir de maintenant, on va s'intéresser, on va se focaliser uniquement sur ces 4 familles virales. Et plus particulièrement à l'intérieur de ces familles virales, aux virus qui sont déjà avérés être pathogènes pour l'espèce humaine. Et tous ces virus qui sont pathogènes pour l'espèce humaine et qui viennent des chauves-souris ont un point commun. C'est que la plupart du temps, ils sont transmis par des espèces animales intermédiaires qui jouent le rôle de pont, de relais entre les chauves-souris et l'espèce humaine. Chez les rhabdovirus, on va reprendre les 4. Les rhabdovirus, c'est la rage, le virus de la rage, qui provoque des encéphalites mortelles. Et le virus de la rage va être transmis par les chiens, par morsure de chien. Chez les coronavirus, là on connaît vraiment tous bien, mais il y a 3 virus qui sont pathogènes pour l'humain. On connaît essentiellement le SARS-CoV-2, mais il y a aussi le SARS-CoV-1, le SARS-CoV-2 et le MERS-CoV. Et tous les 3 provoquent exactement le même genre de maladie, donc un syndrome respiratoire sévère, aigu, et sont transmis respectivement, on a montré qu'ils étaient transmis respectivement par la civette dans le cas du SARS-CoV-1, par le pangolin, on va le voir tout à l'heure pour le SARS-CoV-2, et par le chameau pour le MERS-CoV. Les paramyxovirus, on va prendre l'exemple du virus Indra et Nipah, qui sont des virus extrêmement mortels pour l'homme, extrêmement mortels, qui induisent des infections respiratoires et des encéphalites aiguës. Elles sont transmises respectivement par le cheval pour le virus Indra et le cochon pour Nipah. Et enfin les filovirus,
Fiovirus, c'est le virus Ebola, par exemple. Et le virus Ebola, qui est responsable de nombreuses épidémies meurtrières de fièvre hémorragique, a été transmis à plusieurs reprises, on va le voir tout à l'heure, par des chimpanzés et des gorilles, donc espèces intermédiaires. Et donc on va maintenant examiner un peu plus en détail les modes de transmission pour 3 d'entre eux, pour les coronavirus, les paramyxovirus et les fiovirus. Et tout d'abord, on va commencer par les coronavirus. Et on va commencer par ce que tout le monde, qui intéresse tout le monde, par le cas du SARS-CoV-2, donc le virus qui a été responsable de l'épidémie de Covid-19. Le réservoir animal, c'est-à-dire la source animale qui porte ce virus de manière permanente, on appelle ça un réservoir, du SARS-CoV-2, c'est une ou plusieurs espèces de chauves-souris insectivores qui appartiennent au genre Rhinolophe. Rhinolophe à cause de l'appendice nasal qui est une forme de fer à cheval. Ensuite, des incertitudes subsistent sur les modes de contamination des premières personnes, celles qui ont fréquenté le fameux marché de Wuhan en Chine. Et ces premières personnes ont pu être contaminées soit directement, parce que pour l'instant on n'a pas encore de preuves tangibles, ou soit par l'intermédiaire, par des espèces animales intermédiaires. Alors il y a beaucoup d'espèces animales intermédiaires qui ont été suspectées. En gros, sur la base d'indices épidémiologiques, en gros, les animaux qui étaient vendus au marché de Wuhan en Chine au moment de l'émergence en fait, de cette épidémie. Mais le pangolin, chez qui on a trouvé des séquences génétiques du virus très proches du SARS-CoV-2, reste encore aujourd'hui l'hypothèse la plus plausible de cette espèce animale intermédiaire. Et ensuite, à la faveur de la propagation de l'épidémie partout dans le monde, de nombreuses autres espèces animales ont été secondairement infectées auprès des personnes malades. C'est le cas par exemple des animaux sauvages, les cerfs, les mustélidés ont été infectés. C'est le cas aussi des animaux exotiques qui sont détenus en captivité. Le lion, le tigre, le puma, le gorille, tous ceux-là ont eu la Covid-19 comme nous. Le cas de nos animaux de compagnie, le chat, le chien, le lapin, le hamster, tout ça on a montré qu'ils vont déclarer la maladie également. Et c'est le cas aussi des petits animaux d'élevage, comme le vison et le furet. Et à partir de ces animaux, on a même observé une contamination retour de l'espèce humaine, de personnes, alors qu'eux-mêmes avaient été infectés aussi par des personnes malades. Et grâce à l'ensemble de ces connaissances qu'on a pu acquérir sur le SARS-CoV-2, la Covid-19, on a pu construire un modèle évolutif, un schéma évolutif de l'ensemble de cette famille des coronavirus. Et ce schéma évolutif peut être subdivisé en 5 phases, sur la base évidemment de ce qu'on connaît. La première phase, c'est le cycle naturel du virus, c'est-à-dire la circulation du virus au sein de l'espèce animale d'origine, donc là les chauves-souris, associée transmission animal-animal à l'intérieur de l'espèce. La deuxième phase, c'est l'émergence chez l'homme, on l'a vu, suite à des transmissions animal-humain. Et la troisième phase, c'est le retour chez les animaux, c'est-à-dire l'infection d'espèces animales différentes de l'espèce animale d'origine, donc différentes des chauves-souris. Et dans tout ce mécanisme, le virus, il évolue. C'est pas le même. C'est pas une pierre qu'on lance. Il évolue. À chaque fois qu'il change d'espèce, il mute, ce qu'on appelle les mutations. Il mute. Et le virus qui atteint la phase 3, il est déjà bien différent de le virus qui était chez les chauves-souris. Et là, apparaît peut-être une phase 4. Et la phase 4, c'est quoi? C'est l'adaptation du virus à une nouvelle espèce. Parce que c'est pas parce qu'il infecte une espèce qu'il va continuer à se répliquer et à être adapté à l'espèce. Non, des fois ça disparaît complètement. Mais là, il peut se produire une adaptation du virus à une nouvelle espèce. Et dans ce cas-là, en fait, il se produit ce qu'on appelle un transfert de réservoir zoonotique du virus. C'est-à-dire que le virus qui avait pour ressource naturelle les chauves-souris, par exemple, au départ, il a modifié, et maintenant il est devenu son réservoir. Ça peut être le cerf, ça peut être un furet, ça peut être n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, on peut retourner à la case départ, de nouveau avoir de nouvelles émergences, donc là on appelle ça des réémergences, et repartir comme en 40 avec le cycle, nouvelle épidémie, à partir là, pas en Asie du Sud-Est, pas dans un marché à Wuhan ou en Chine, ça peut être partout, en Europe, en Chine, en Afrique, en Asie, etc. Voilà, c'est tout ça, c'est le cycle évolutif des coronavirus, et il va falloir s'attendre à avoir des épidémies de coronavirus assez fréquemment, parce que ce sont des virus qui sont très labiles, qui sont très plastiques, qui s'adaptent très facilement
à différentes espèces animales. Juste quelques mots aussi pour finir avec les coronavirus, sur une étude que nous avons menée, nous, en Afrique centrale, donc au Gabon, à partir de 2000 guanos, donc les guanos, en fait, c'est les déjections des chauves-souris, qui ont été collectés entre 2009 et 2015 au Gabon, et à partir évidemment desquels on a recherché du matériel génétique de coronavirus. Et là, on a obtenu plein de résultats. Bon, je vais citer juste ceux qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir la détection de nombreux coronavirus nouveaux. Donc ça, c'était une étude qui a été faite bien avant l'émergence de Covid-19. Mais on en a trouvé de nombreux. On a trouvé aussi des séquences qui sont très proches des SARS, les fameux deux SARS qu'on a vus, SARS-1 et SARS-CoV-2. Et on les a découverts pas chez les chauves-souris du genre Rhinolophe, qui est le réservoir du SARS-CoV-2, mais chez 4 autres espèces que l'on voit ici de chauves-souris insectivores. C'est des espèces qu'on trouve ici en Europe, en France. Les Bossidorus-Caffer, Hubert, voilà, il y en a plein dans les maisons, etc. Les Minotherus aussi, l'autre, on ne trouve pas ici. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que ces familles virales représentent un risque zoonotique élevé, c'est-à-dire un pouvoir de transmissibilité à l'humain. Deuxième exemple, c'est les paramyxovirus. Les paramyxovirus forment une très vaste famille virale, très diversifiée, qui contient 7 genres, donc 7 groupes, dont 6 infectent l'humain, en provoquant des formes cliniques très variables. Les paramyxovirus peuvent provoquer des formes cliniques respiratoires, digestives, neurologiques, cutanées, etc. Bon, l'exemple connu, c'est rougeole, la maladie carrée des chiens, quasiment les 8 dixièmes des infections respiratoires, donc ce qu'on appelle des grippes dans le langage commun, sont dus à des paramyxovirus. Les oreillons aussi, paramyxovirus. Voilà, c'est très vaste. Et évidemment, les deux fameux virus Nipah et Indra qui sont très pathogènes. Mais aussi, ces virus de cette famille, cette famille des paramyxovirus, ne s'est pas contentée de l'humain. Elle infecte quasiment toutes les espèces animales. Donc les volailles, les mammifères, les poissons, les écureuils, enfin tout le monde. Donc, on trouve partout. Et 3 genres possèdent des virus qui ont pour réservoir animal, c'est-à-dire pour source naturelle, des chauves-souris également. Alors, afin de mieux comprendre en fait l'implication de ces chauves-souris dans la structuration et l'évolution de cette famille virale des paramyxovirus que nous allons voir tout à l'heure est très intrigante, et bien nous avons recherché ces virus dans les organes internes, donc essentiellement la rate qui héberge la plupart, l'organe cible en fait de la grande majorité des virus, de 5000 chauves-souris appartenant à 86 espèces, de 4000 rongeurs, donc grosse étude, appartenant à 33 espèces, qui ont été collectées sur 15 sites différents, répartis sur 4 continents. Et là, c'est pareil. On a trouvé des résultats tout à fait intrigants, novateurs, qui nous permettent de poser un regard complètement nouveau sur cette famille virale. Rapidement, vraiment les 2-3 résultats marquants. C'est d'abord une détection de 66 nouveaux virus chez les chauves-souris, marqués par une grande diversité. Donc tous les virus, en fait, c'est en rouge. C'est pas la peine de lire, parce que de toute façon, c'est trop spécialisé, mais en rouge. Tout ce qui est rouge, là, c'est les virus, les paramyxovirus qu'on a détectés chez les chauves-souris. Plusieurs clades, donc ce qu'on appelle des groupes, qui sont spécifiques des chauves-souris, où on ne trouve que des chauves-souris. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on a trouvé des virus très proches chez les chauves-souris, très proches des virus de la rougeole et des oreillons. Et encore aussi des virus très proches des virus Indra et Nipah, qui sont des virus extrêmement pathogènes, qui ont été responsables pour l'homme, qui ont été responsables d'épidémies meurtrières, pas en Afrique, mais en Asie. Et là, on les a trouvés en Afrique essentiellement. Alors, qu'est-ce que ces résultats signifient, émettent comme hypothèse? Eh bien, elles émettent plusieurs hypothèses nouvelles et cruciales pour la santé publique. Tout d'abord, sur un plan plus biologique et scientifique, que ces virus, finalement, c'était avant, alors il y a peut-être des milliers d'années, des centaines, pas des milliers d'années, des virus uniquement de chauves-souris. Et on ne le trouvait que chez les chauves-souris.
Et petit à petit, en fait, vous revoyez un peu le schéma évolutif que j'ai exposé tout à l'heure pour les coronavirus, et bien que certains virus de chauve-souris sont passés dans des espèces, d'autres espèces animales, d'autres espèces humaines, et que ces virus se seraient adaptés à ces espèces-là. Et finalement, qui expliquerait toute cette diversité d'espèces animales infectées par les paramyxovirus. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est que la proximité phylogénétique, ou génétique, de certaines séquences que l'on a trouvées chez les chauves-souris, avec le virus de la rougeole et des ourillons, je parle de ces deux virus-là, qu'est-ce que ça suggère, ça? Ça suggère la possibilité d'existence de réservoirs animaux. On pense en fait que ce sont des maladies humaines, uniquement qu'on ne le trouve que chez l'espèce humaine, mais on a trouvé des virus très proches chez les animaux. Donc peut-être que les animaux sont réservoirs de ces virus-là. Et si c'était le cas, eh bien ça contrarierait tous les plans de l'OMS, qui consiste à éradiquer ces deux virus sous l'effet de la vaccination. De toute façon, c'est toujours comme ça, on ne peut éradiquer une maladie que par la vaccination. Et si il y a des animaux qui sont porteurs de ces virus-là, on a beau vacciner toute la population du monde, le virus il va continuer à se propager tranquille chez les espèces animales. Et dès qu'on va arrêter la vaccination, pouf, on va être à l'origine d'une nouvelle épidémie. C'est exactement le cas, là je fais une petite digression, ce qu'on avait évoqué au cours des repas aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe avec le Mpox, la variole du singe. La variole du singe, elle est apparue, mais c'est un vieux virus. Pourquoi elle est apparue? Parce qu'avant, tout le monde était protégé par la vaccination contre la variole. Et la vaccination contre la variole, en fait, protégeait, on ne le savait pas, contre le Mpox. Et la vaccination de la variole, elle s'est arrêtée en 1972. Ça fait que depuis, tous les gens qui sont nés après 1972 ne sont pas immunisés contre la variole, donc deviennent sensibles également contre le Mpox. Et c'est pour ça en fait que là c'est en train d'émerger, parce qu'on arrive à une population adulte, non vaccinée par la variole, et donc fragile sur le plan immunitaire, enfin non immunisée contre le Mpox. Et c'est exactement ça. Et on peut avoir exactement ce même processus qui peut arriver avec ces deux virus. Alors évidemment, les deux virus sont beaucoup moins dangereux que le Mpox, mais voilà, on a ce phénomène-là. Et juste pour terminer avec les paramyxovirus, le schéma de synthèse des différents modes de transmission des virus Indra et Nipah. On en a déjà longtemps parlé. Et le virus peut se transmettre de deux manières différentes. Soit directement auprès des fruits ou des produits dérivés, donc le vin de palme par exemple, en Afrique et en Asie, en fait, le vin de palme, on récupère la sève des palmiers, qui fermente un tout petit peu, et ça fait une sorte de vin, de liquide alcoolisé qui est très bon, qui est très consommé. Et donc ces produits dérivés et les fruits qui ont été souillés par soit de l'urine, soit par de la salive, soit par du sang de chauve-souris contaminée, suffit à contaminer également l'espèce humaine. Mais il y a un deuxième mode de transmission, c'est via, on a longtemps parlé maintenant, souvent, via des espèces animales intermédiaires. Donc le cochon, dans le cas du virus Nipah, qui mange les fruits, il s'infecte, pouf, il contamine l'humain. Parce qu'évidemment, la proximité, la promiscuité même est plus grande. Et idem pour le virus Indra, mais là vis-à-vis des chevaux. Les chevaux, pareil, en mangeant des fruits, se contaminent par le virus, et évidemment, va être une source de contamination pour l'espèce humaine. Et voilà maintenant le dernier exemple, c'est le fameux virus Ebola, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé pendant près de 20 ans sur le virus Ebola. Alors, la recherche du réservoir, maintenant vous savez tous ce que c'est qu'un réservoir animal du virus Ebola, est une très très longue histoire qui n'est pas encore totalement élucidée. Il y a encore certaines zones d'ombre dans cette histoire de virus Ebola. Et ce, malgré la capture et l'analyse d'environ 10 000 animaux depuis l'apparition, la découverte de ce virus en 1976. Il y a 10 000 au total. Bon, en gros, 10 000 animaux qui ont été capturés et analysés. Des milliers d'arthropodes aussi. Toutes les analyses se sont révélées négatives. Et toutes les espèces animales ont été analysées. Les oiseaux, les poissons, les primates, les carnivores, etc. Tout le monde. Non élucidé ici, malgré les très nombreuses infections expérimentales. Il y a des centres de recherche qui sont suffisamment équipés, en Afrique du Sud notamment, qui ont, pour voir en fait quelle espèce en fait, peut reproduire un peu la maladie et le virus, ont infecté expérimentalement, ils ont injecté dans le sang
le virus Ebola pour voir ce qui se passe. Donc, plein d'espèces animales ont été infectées expérimentalement, même des reptiles, des oiseaux, des grenouilles, tout, même des fruits. Mais pareil, que des résultats négatifs. Alors, on a juste, en effet, l'infection expérimentale du singe macaque est mortelle. Mais bon, elle est mortelle, donc le singe ne peut pas être considéré comme réservoir, parce qu'un réservoir, c'est un animal qui est infecté de manière permanente et non symptomatique par le virus. Donc, rien. Alors après, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, pendant les épidémies qui ont touché la région frontalière du Gabon, de jaune pâle, et du Congo, République du Congo, en vert, entre 2001 et 2003, ben, nous avons capturé des animaux à côté, dans l'environnement immédiat d'espèces animales qui avaient été trouvées infectées par le virus Ebola. Là, ce qu'on voit, c'est un bras de gorille. Et le plus tôt possible après la découverte. Et donc au total, donc là on espérait évidemment être au plus proche en fait, de la circulation du virus au sein de la faune sauvage. Et donc on a capturé à peu près 1000 animaux, on a réalisé des autopsies sur place directement, prélevé les organes internes, essentiellement la rate et le foie, parce que c'est les organes qui sont la cible privilégiée. Et après, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a réalisé un certain nombre d'analyses par biologie moléculaire, sérologie, immunologie, etc., etc. Et finalement, au terme de ces analyses, eh ben, on a trouvé du matériel génétique du virus Ebola, des anticorps spécifiquement dirigés contre le virus Ebola, dans plusieurs animaux appartenant à 3 espèces de chauves-souris frugivores, cette fois-ci. Et après, l'analyse phylogénétique, bon, ça c'est compliqué, c'est un classement, ben, ça nous permet de dire, là, on voit que les séquences, le virus qu'on a trouvé chez les chauves-souris est très 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 proche des virus qui étaient responsables des épidémies qui sévissaient au moment des collectes d'aliments. Voici les chauves-souris incriminés, suspectés par être le réservoir du virus Ebola. Donc, on n'est pas du tout dans le même style de chauve-souris qu'on observe ici. Hein. Ce n'est pas des mini, hein, c'est le Salipsigmontus monstrodus, ça fait 2 mètres. 2 mètres derrière. C'est quasiment tout le corps. De toute façon, on voit, c'est une personne qui les tient, on voit que c'est quasiment tout un corps humain. Et puis le corps, c'est la taille d'un petit enfant de 4 ans, 5 ans. Une belle tête aussi. Deuxième chauve-souris, la deuxième espèce, 2 autres espèces un peu plus jolies, plus petites. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 espèces de chauves-souris. Et nous voyons que ici, ces cartes indiquent l'ère de vie, l'ère de répartition de ces espèces. Sur le continent africain, c'est les zones colorées que l'on voit pour chacune des espèces. Et on voit une superposition quasiment parfaite avec les foyers épidémiques, des épidémies qui sont visualisées en rouge. Ensuite, après, pour confirmer tout ça et connaître le niveau de circulation du virus, on a réalisé une large enquête sérologique dans laquelle on a recherché les anticorps spécifiquement dirigés contre le virus Ebola, à partir de 2000 échantillons sanguins qui ont été collectés entre 2003 et 2008 au Gabon dans plusieurs. Et là, les prévalences obtenues, comprises entre 3 et 8%, sont assez élevées, quand même pour l'ensemble d'une population. Vous avez vu les nuages de chauves-souris. Donc 8%, ça fait quand même beaucoup d'animaux infectés. Et donc ça montre que le virus circule de manière permanente et continue au sein de ces populations-là. Le virus Ebola a été responsable de 24 épidémies au total, 14 au Congo, donc première découverte en 1976, 14 en République démocratique du Congo, 4 au Congo, 4 au Gabon, et puis 2 en Afrique de l'Ouest, ciblés, centrés sur la Guinée, avec la plus grosse épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016, où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de cas. Et là, j'ai figuré en vert tous les pays dans lesquels on a trouvé les aliments infectés par le virus Ebola, soit par sérologie ou soit par PCR. Et nous voyons que la grande majorité de ces animaux appartiennent aux espèces de chauves-souris frugivores. Alors maintenant, il nous reste à voir comment ce virus se transmet. Comment ce virus se transmet? Eh bien, on a mis en évidence une transmission directe et une transmission indirecte. La transmission directe, en fait, c'est sur la base du nombre d'études que j'ai pu mener en République démocratique du Congo en 2007. Ben, j'ai pu remonter toute la chaîne de transmission de l'épidémie et arriver jusqu'au cas primaire. Le cas primaire, c'est la première personne qui est infectée auprès d'une source animale. Et cette personne, c'était un chasseur qui avait chassé des choses. En effet, chaque année, il y a des grandes migrations, des colonies, des gigantesques colonies, de dizaines de millions d'individus qui migrent
du nord vers le sud du continent africain, le long du fleuve Congo et puis les affluents. Et chaque année, en fait, ces immenses colonies ont l'habitude de séjourner pendant à peu près un mois et demi, autour du mois de mai, dans une immense palmeraie, donc là où on cultive les palmiers, hein, les noix de palme, qui est abandonnée maintenant. Et pendant ce mois-là, eh ben, en fait, les chauves-souris, qu'est-ce qu'elles deviennent? Eh ben, elles constituent la source alimentaire d'origine animale des gens, des personnes. C'est-à-dire que pendant un mois et demi, elles ne mangent que ça. Donc ils les tuent au fusil, après ils les manipulent, et le virus Ebola aurait été transmis par contact direct avec le sang de ces animaux lors de la manipulation, telle qu'on le voit ici sur la figure. Vous voyez comment il les tue, on voit vraiment le sang sur le corps, la manipulation, et après, toute l'origine de l'apparition de l'épidémie a été mise en évidence. Donc ça, c'est le mode direct. Mais on a aussi mis en évidence, bon, ça c'est juste des photos aussi pour montrer que toutes les populations d'Afrique centrale, de tous les pays, ont l'habitude de consommer des chauves-souris, hein, ici, de plusieurs manières. Ça, c'est des chauves-souris qui sont vendues dans les marchés. Donc en haut à gauche, par exemple, au Congo-Kinshasa, à Kikwit, elles sont fumées, on dit qu'elles sont boucanées. Là, c'est des brochettes de chauves-souris à Bangui, au marché de Bangui, en haut à droite. C'est très appétissant. Il va falloir de manger, donc ça vous met en appétit. Et là, en Ouganda, des chauves-souris nature dans une bassine, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est juste pour montrer qu'ils adorent ça. Et on a mis en évidence aussi une transmission indirecte. Et indirecte de deux manières différentes. Donc c'est ça la spécificité aussi du virus Ebola. Donc indirect, comment on l'a montré? On a montré que, on a observé que pendant les épidémies toujours pareilles qui sont survenues, qui ont sévi dans la région frontalière du Gabon et du Congo, en fait on a observé en même temps de très très grandes mortalités chez les populations animales, et essentiellement chimpanzés et gorilles. On a estimé même, je ne vais pas montrer ici, que 80% des populations naturelles en 2 ans de chimpanzés et de gorilles avaient été décimées par le virus Ebola. Décimées, complètement. Vous voyez un peu les carcasses d'animaux, tout ça s'est infecté par le virus Ebola. Et donc sur la base en fait des enquêtes qu'on a menées, sur la base des analyses qu'on a effectuées sur les échantillons de tissus qu'on a prélevés chez les animaux morts, chez les carcasses, eh ben, on a pu montrer, avec de différentes techniques, par biologie moléculaire et par immunohistochimie, que tous ces animaux étaient bel et bien infectés par le virus Ebola, et les séquences étaient bien très proches des virus qui étaient responsables des épidémies qui survenaient au moment où on avait découvert ces animaux-là. Et enfin, le dernier mode de transmission, c'est indirect, c'est par l'intermédiaire des fruits souillés par la salive des chauves-souris. Et comment on a montré ça? Eh bien, on a montré en réalisant une très grande enquête de sérologie. Donc en fait, ça consiste à détecter les anticorps dirigés contre le virus. Chez 4359 personnes, issues uniquement dans les populations rurales. Au total, on a prélevé des gens de 200 villages différents. Tous les ronds rouges là, ce sont des villages. C'est énorme. Ça nous est... Les collègues, en fait, nous a demandé presque 2 ans de travail sur le terrain à prélever les gens. Et bien, on a mis en évidence une prévalence globale de 15%. Il y a 15% sur l'ensemble du territoire gabonais qui avait des anticorps spécifiquement dirigés contre Ebola. Et ces taux, en fait, atteignaient même 21% dans les régions forestières du pays. Alors évidemment, on s'est assuré de la spécificité de ces anticorps avec d'autres techniques que je ne décrirai pas ici. Et ces résultats, en fait, aboutissent à des hypothèses intéressantes et aussi soulèvent plusieurs interrogations. Les hypothèses, c'est que les populations sont effectivement là, indéniablement, massivement exposées. Autant de personnes comme ça séropositives, ça veut dire que c'est massivement exposé. Alors ça ne peut pas être des survivants des épidémies. Les épidémies de 200 ou 300 cas, taux de mortalité de 80 ou 85%, il y a plus beaucoup de survivants. Il y en a une dizaine ou une vingtaine. Donc en tout cas, ça ne peut pas expliquer les 1000 ou les 2000 de cette enquête. Ça peut pas être aussi un contact avec les chimpanzés et les gorilles. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut contracter le virus auprès d'une carcasse de chimpanzés. Et l'hypothèse que nous avons émise, en fait, c'est que les gens, surtout les enfants, seraient contaminés lorsqu'ils ramassent les fruits qui tombent sur le sol après avoir été partiellement consommés par les chauves-souris et évidemment par la salive
que la chauve-souris infectée aurait laissé chez les fruits. Parce que dans les villages en Afrique, on ne prend pas le fruit, on ne va pas le laver sous l'eau, etc. On y mange ça directement. Donc c'était ça notre hypothèse. Alors l'origine de l'immunité, est-ce qu'il y a une infection ou une simple exposition à la manière d'une vaccination? On ne sait pas. Et est-ce que l'immunité de ces gens-là auprès de la salive des chauves-souris est suffisante pour protéger contre une nouvelle infection? Tout ça, ce sont des questions qui restent en suspens. Et voici donc le cycle général du cycle naturel du virus Ebola. Foyer naturel des régions d'Afrique centrale, réservoir animal des chauves-souris, espèces frugivores des chauves-souris, deux types de transmission, direct par contact, on l'a vu, ou indirect, soit par les espèces animales, intermédiaires, chimpanzés, gorilles essentiellement, ou soit par les fouilles souillées par la salive et partiellement consommées par la salive de ce souris. Je voulais juste parler du virus Marburg, mais voilà, c'est un virus qui est très semblable au virus Ebola, qui provoque aussi des épidémies de fièvre hémorragique avec un taux d'élevé, et on dénombre, il a été responsable de 14 épidémies, mais avec essentiellement les pays de l'Est du continent africain qui ont été touchés. Et c'est pareil, là j'ai visualisé tous les pays en fait, dans lesquels on a trouvé des animaux infectés. Pareil, c'est la grande majorité des espèces de chauves-souris frugivores. Voilà. Donc ça c'est juste, ça je ne vais pas en parler, c'est juste un arbre phylogénétique qui montre en fait toute l'histoire naturelle du virus de Marburg, dont le berceau est la République démocratique du Congo, et ce virus aura été introduit dans les autres pays, comme le Gabon, par l'intermédiaire de la migration des chauves-souris infectées. Et voilà. Et donc maintenant, la dernière diapo, c'est une petite réflexion, parce que c'est difficile, sur les stratégies à mettre en œuvre pour prévenir ou lutter contre la transmission des virus des chauves-souris à l'humain et donc pour éviter les nouvelles épidémies, etc. Alors évidemment, il est hors de question de procéder à un abattage des chauves-souris. D'abord pour des raisons éthiques, et puis évidemment, on a vu au tout début d'exposé qu'elles jouent un rôle fondamental au sein de la biosphère. Et bien en fait, finalement, les stratégies ont pour objectif de limiter les facteurs de risque, les facteurs favorisant de l'ensemble des événements qui conduisent à la contamination de l'humain à partir de ces animaux. Et l'ensemble de ces événements peut être subdivisé en 3 étapes, on les voit. Circulation virale chez les chauves-souris, transmission du virus aux espèces intermédiaires et contamination de l'humain. Les facteurs de risque associés à la première phase, c'est la déforestation, l'urbanisation, la sécheresse, la destruction des grottes et de l'habitat des grottes. C'est pour ça que par ici on protège les grottes. Les feux de brousse, la chasse alimentaire. Les facteurs de risque associés à la deuxième étape, ce sont les facteurs d'ordre socio-économique, les pratiques agricoles, et enfin, les facteurs de risque associés à la contamination de l'humain sont essentiellement les pratiques culturelles, le mode de vie, on a vu la consommation de chauves-souris par exemple, la chasse et le commerce. Et toutes les actions en fait à entreprendre, finalement, consisteront à réduire tous ces facteurs de risque. Et elles peuvent être subdivisées en 4 catégories. Tout d'abord, des actions de développement, qui intègrent le soutien et le développement alimentaire, par exemple, pour éviter que les gens aillent chasser les chauves-souris. Le développement de l'agriculture, l'élevage, la politique de désenclavement des villages, une urbanisation, la mise en place d'une urbanisation réfléchie et adaptée au contexte socio-culturel. Des actions de régulation également, basées essentiellement sur la mise en place d'une législation et d'une régulation de l'exploitation forestière et de la lutte contre le dérèglement climatique à une échelle beaucoup plus large. Des actions de communication, qui ont pour objectif de sensibiliser les populations sur les facteurs de risque des animaux, sur les premières mesures à mettre en œuvre en cas d'événements infectieux inhabituels. Et enfin, le dernier, c'est les actions de recherche. La recherche est importante dans toute lutte contre une maladie. Il y a évidemment l'acte clinique, mais il y a aussi la recherche pour mieux comprendre le métabolisme et l'immuno des chauves-souris. On a vu qu'en fait, qu'elles avaient un métabolisme très particulier. Pour mieux comprendre aussi la détection et la caractérisation des virus de chauve-souris, dont on sait en fait qu'ils vont contaminer l'espèce humaine plus tard. Et puis pour évaluer de manière plus adéquate le potentiel zoonotique des virus hébergés par ces chauves-souris. Voilà, j'ai fini de vous fatiguer avec les virus et les chauves-souris. Merci à vous, merci beaucoup pour cette
Excellent exposé. Tout ce qu'on a appris sur ces chauves-souris et ces virus. Question? Oui. C'est dans les moyens lutte, il n'y a pas la vaccination. Il n'y a pas la vaccination dans les moyens de lutte. Vaccination pour les moyens de lutte. Alors, la vaccination des chauves-souris. La vaccination des animaux. Voilà, là, je parlais plus en fait de la prévention des épidémies et la vaccination. En fait, impossible de tester chez les animaux, c'est pas possible, ça, parce que les colonies, vous avez vu un peu comment c'est, donc on ne peut pas vacciner les animaux. Donc il y a la vaccination contre des personnes infectées, mais là, ça ne permet pas d'éviter l'émergence en fait du virus dans l'espèce humaine. Là où on est, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la vaccination rentre dans les actes cliniques auprès du patient lui-même. Traiter un patient, ça ne va pas empêcher que le virus va continuer à réémerger et apparaître ailleurs chez les populations. Mais effectivement, la vaccination, ça fait l'objet de développement, comme tout, Covid-19. Première stratégie, c'est de mettre en place un vaccin. Mpox, on a la chance qu'on en a un qui existe, c'est celui contre la variole. Et contre Ebola, par exemple, les essais sont encore en cours pour essayer de définir un vaccin qui fonctionne. Mais là, on est plus dans le traitement du patient et pas dans la lutte, la prévention des transmissions du virus et de l'émergence du virus chez l'être humain à partir des chauves-souris. Quelle est la durée d'un virus? Quelle est la durée de vie d'un virus qui se trouve sur une surface inerte et pas dans sa cellule? Alors là, donc là, il n'y a pas de réponse fixe, ça dépend du virus. D'abord, premier niveau de dépendance, je vous avais dit au tout début de la présentation qu'il y a deux catégories, les nus et les enveloppés. Donc il y a des virus en fait qui contiennent que 2 éléments et des virus qui contiennent 3 éléments. Les virus enveloppés sont très fragiles. Donc eux, en quelques minutes ou 1 heure ou 2, ils ne sont plus infectieux. Les infectieux, ils ne peuvent plus infecter. Par contre, les virus nus sont beaucoup plus résistants. Et il y a certains virus en fait qui peuvent rester infectieux sur une matière inerte pendant plusieurs heures, voire jusqu'à 24 heures. Ça c'est certain. Il y en a d'autres en fait qui ne sont plus infectieux au bout de quelques minutes, et d'autres qui peuvent aller jusqu'à plusieurs heures. Donc vous voyez un peu, c'est très variable en fonction de la nature du virus et de sa structure. Alors lui il est enveloppé, c'est un virus enveloppé. On l'a vu, il y a des petits boutons. Les petits boutons, c'est les glycoprotéines, donc c'est l'enveloppe. Et lui, il résiste quelques heures. Il faut aller, après c'est difficile parce qu'il faut vraiment faire des études, cracher, prélever, etc., des temps, regarder l'infectiosité, etc. Mais on estime que c'est quelques heures, entre 6 et 12 heures, grand maximum. D'autres questions? Il y a eu des épidémies d'Ebola en Ouganda et à l'époque, le gouvernement isolait complètement les zones atteintes par l'Ebola. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de lutte? Juste une petite précision, il n'y a pas eu d'épidémie d'Ebola en Ouganda. C'est un autre filovirus. La famille des filovirus. Il y a plusieurs genres. Mais ce n'est pas le virus Ebola, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au virus Ebola. On l'appelle le virus Soudan, on l'appelle comme ça. Et effectivement, ça provoque à peu près le même genre de symptômes, même mode de contamination avec un taux de mortalité un peu plus faible. Mais effectivement, que ce soit pour Ebola ou pour le virus dont vous parlez là, en l'absence de vaccin, en l'absence de traitement, parce que le problème avec les virus, c'est pas comme les bactéries, il n'y a pas de traitement. Il y a peut-être 1 ou 2 traitements, c'est les antiviraux, c'est classique, mais en gros, il n'y a pas un traitement spécifique sur un virus. Donc en l'absence de traitement, en l'absence de vaccin, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, à part administrer des soins palliatifs, c'est-à-dire qui visent à alléger, à lutter contre les symptômes, le virus Ebola se transmet, comme vous avez vu dans les premières dépôts, vous avez vu, par contact direct. C'est-à-dire, on peut être là, quelqu'un qui est malade d'Ebola, contrairement au Covid-19, on peut être juste à côté à quelques centimètres, on ne va pas être malade, on ne va pas être infecté, parce qu'il faut toucher le malade.
Et donc les mesures évidentes à mettre en place pour lutter contre l'épidémie, la propagation de l'épidémie, ben, il faut empêcher que les malades touchent, aillent au contact des autres. Et donc les mesures à mettre en place, c'est au niveau individuel, ben, les mettre en quarantaine, donc en chambre d'isolement, pour éviter justement que la famille qui administre les soins soit en contact direct. Et effectivement, de manière un peu plus éloignée, rétablir des contrôles pour éviter que les gens n'aillent dans la zone épidémique, dans la zone touchée, où il y a des transmissions fréquentes, où il y a une surveillance active des personnes qui ont été en contact avec les personnes malades. Donc c'est les mesures de ce type-là, d'isolement des patients et d'évitement de contact, restent encore aujourd'hui fondamentales pour ce type d'infection qui se transmettent par contact direct. Vous avez dit à un moment que l'humain n'était pas créateur de virus. Pourquoi, en fait? On a une idée, c'est parce que c'est une idée de gens jeunes, et donc du coup on n'a pas eu le temps de... Non, mais comme dit Lavoisier, en fait, il n'y a pas de création de la matière, il y a de la transformation de la matière. Oui, mais justement, pourquoi on transforme pas? Donc, nous, on transforme en fait quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Oui. On ne peut pas transformer quelque chose de l'intérieur parce qu'à l'intérieur, on est adapté en fait à ce virus. Il faut savoir que nous, là, en permanence, chacun est infecté par une dizaine, une vingtaine de virus, mais sans le savoir. C'est-à-dire un virus qui n'est pas pathogène. Et là, je fais du finalisme un peu primaire. Les virus qui ne sont pas pathogènes pour nous, on est adapté, on vit en sorte en symbiose. Donc de toute façon, lui, il ne va pas bouger, parce qu'on est bien. Par contre, ce qui va bouger, c'est un virus pour lequel on n'est pas adapté. Mais évidemment, là, il y a une lutte de notre système immunitaire contre ce virus-là. Et les virus qui ne sont pas adaptés, c'est ceux qui nous viennent de l'extérieur. Donc c'est ceux qui viennent des animaux, parce que ça vient avec les animaux. Il n'y a pas encore eu de preuve d'infection virale par des plantes, pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est les animaux. Donc ça vient que de l'extérieur. Donc toutes les maladies infectieuses, en fait, à un moment donné, on les a eu des animaux. Et il y a énormément de virus dans l'océan. Dans l'océan? Dans l'océan ou dans la mer, il y a énormément de virus qui ne sont pas pathogènes. Excitent. Ah bah oui, parce que en général, c'est des virus de plantes, de plancton, d'algues, etc. Et pour l'instant, on estime en fait le paradis. Les baleines, est-ce que... Ça peut. Une stricte. Entre les virus de plantes, les végétaux et les virus d'hommes. Pour l'instant, il y a une barrière. Jusqu'à temps que, justement, peut-être c'est des maladies émergentes dans 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, où là, on pourrait être contaminé par les plantes. Mais pour l'instant, il y a une barrière. Voilà. Par contre, on a déjà montré le passage d'un virus de plante à un insecte phytophage, par exemple, les petits pucerons en fait, qui vont le dépendre, sucent évidemment les virus qui sont en machin, et on a quelques exemples comme ça de virus qui s'adaptent à l'insecte phytophage, mais il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a le cas aussi très particulier du virus qu'on appelle de la mosaïque du tabac, que tout le monde connaît, et pour lequel on a des suspicions en fait, effectivement, de réplication dans les cellules pulmonaires de l'humain. Alors, il y a des études qui montrent qu'on en a trouvé, mais dire qu'en fait que le virus est respiqué dans la cellule, c'est encore une chose. Pour l'instant, pas de preuve. C'est peut-être juste du virus en fait qui s'est déposé sur les cellules et qu'on a trouvé, qu'on a étudié des crachats. Le fait d'être de plus en plus concentré dans ce vide fait que les virus deviennent aussi beaucoup plus contagieux. Parce qu'ils se transmettent beaucoup plus facilement. Tout à fait. Alors ça, j'en avais pas parlé parce que c'était pas l'objet effectivement de la présentation. Mais une fois que le virus a contaminé la première personne à partir d'une source animale, après évidemment il se transmet. Hein, c'est les phénomènes épidémiques qu'on a vus. Et effectivement, quand le virus est passé dans l'espèce humaine à partir des cas primaires, des premiers cas, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui favorisent la transmission de personne à personne. Et les principaux facteurs, effectivement, c'est ce qu'on appelle
la promiscuité, donc la densité de population dans un même endroit. C'est pour ça que nous, on a toujours une augmentation du nombre de la prévalence des infections respiratoires, c'est-à-dire des grippes, des rhumes, etc., pendant les saisons un peu fraîches et des pluies, parce que les gens ont tendance à, évidemment, s'abriter du froid et à s'abriter de la pluie, et donc on augmente la concentration de personnes et on favorise la transmissibilité. Dans les pays chauds, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est pendant la saison chaude, en fait, on a une augmentation des infections respiratoires, parce que plus il fait chaud, ben, il y a la clim dans les bureaux, et donc les gens se rejoignent tous dans les endroits climatisés, évidemment, augmentation de la promiscuité et donc de la transmissibilité des facteurs. Et normalement, on a quand même un organisme qui est conçu pour lutter contre tout ça, parce qu'on est environné de tout ça. Oui. Il faut être fait pour ça. Tout à fait. Alors évidemment, il y a des différences entre les personnes. J'ai vu, il y a des sensibilités, il y a tout ça. Mais en gros, en fait, il n'y a pas de différence. La seule différence entre les saisons, c'est ça, c'est l'augmentation de la probabilité de transmission d'un virus d'une personne à une autre. L'été, on vit tous dehors. Il n'y a pas de concentration de population, donc c'est pour ça qu'il y a une diminution de la transmission. Parce qu'on considère qu'un virus respiratoire, par exemple, ne peut pas contaminer quelqu'un à partir de 50 cm d'un mètre. Donc, à partir de là, forcément, la probabilité de transmission diminue. Plus on a des gosses distants, en fait, plus la probabilité de la transmission diminue. Effectivement, c'est un